Et bonjour à vous. On se retrouve une fois n'est pas coutume à la capitale, où nous y sommes restés sur 3 jours. Arrivé le jeudi en soirée, nous avons commencé notre journée du lendemain en faisant un rapide détour vers l'une des maisons les plus anciennes et la plus connue de Paris. La maison de Nicolas Flamel. Nichée dans la rue de Montmorency dans le 3e arrondissement, sa façade de pierre se distingue de ses voisines et on peut distinguer des motifs résistant difficilement aux affres du temps. Je n'ai pas réussi à déchiffrer cette calligraphie médiévale, mais d'autres l'ont fait pour nous et on les remercie. Je vous afficherai à l'écran ce qui est inscrit. Ces images ont été tournées à une semaine près il y a 1 an, puisqu'on y était vers le 20 août 2025 à peu près. Ce sont les dernières images en stock avec un énorme délai que j'avais sous le coude. J'ai longuement hésité à poster cette vidéo, mais en même temps, on a vu des choses tellement chouettes et c'est un super souvenir. Ah là là, Paris. Du coup, je me suis dit que ça serait quand même dommage de ne pas la poster. Nous avons pris la route direction le musée des arts et des métiers qui ouvrait à 10h, que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo d'ailleurs. Mais nous n'avions pas eu le temps de tout voir, alors cette fois, nous avions toute la fin de matinée pour regarder les objets. C'est ainsi que j'ai passé plus de temps dans la dernière partie du musée avec les automobiles que j'ai pu admirer de plus près et plus longtemps cette fois. Ce petit voyage de 3 jours avec Laïe était notre premier toutes les deux. Nous n'étions encore jamais partis aussi longtemps à cette époque. Bon, après on a fait Londres et on a fait beaucoup d'autres endroits, mais ce voyage en particulier, c'était vraiment notre premier en tant qu'amis. Nous sommes allés sur Paris pour 2 expositions en particulier. Je vous en montrerai une et je garderai l'autre pour une vidéo dédiée. Nous avons fait le tour des musées, des restaurants historiques et des boutiques de tissus, puisqu'il ne faut pas oublier que vous êtes tout de même sur une chaîne d'histoire et de costumes. Et après avoir fait notre premier musée, j'ai emmené Laïe au Bouillon Julien. Il faut savoir que ma compère organise les voyages à Londres car elle connaît mieux la ville que moi, et à l'inverse, lorsqu'on fait des voyages sur Paris, c'est en général plutôt moi qui vais organiser le week-end pour lui montrer toutes les pépites de la ville que je connais. Gros poisson. Et comme elle n'était encore jamais allée à l'époque au Bouillon Julien, qui est notre QG maintenant, je me suis dit que c'était l'occasion. Et c'est le ventre bien rempli que nous avons pris la direction du MAD, le musée des arts décoratifs, pour notre première expo sur La mode est une fête avec des costumes de Paul Poiret. Alors, je ne sais pas comment introduire cette exposition, ni comment la résumer, ni comment en parler. Puisqu'en toute honnêteté, ce n'est pas une exposition où j'en suis ressortie des étoiles plein les yeux. Il y avait notamment 2 robes que j'avais vues passer sur les réseaux et dont je voulais absolument voir, la robe rouge de la comtesse de Greffule et la robe abeille, mais on y reviendra un peu plus tard. L'expo donc met en scène les créations de l'artiste et non du couturier comme il aimait à se présenter, de Paul Poiret. En toute honnêteté et étant novice encore dans le costume et surtout à l'époque de Paul Poiret, qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 20, je n'avais que très peu entendu son nom comparé à Vort, plutôt Second Empire, et pour lequel je connaissais déjà des choses de par son époque où je m'étais renseignée.
C'est donc en rentrant du séjour que je me suis renseignée sur la personne afin de comprendre pourquoi cette exposition ne m'avait pas plu, car il y a plusieurs points à aborder. Car en général, en rentrant d'une exposition avec ce type de costume, j'ai de quoi en faire une vidéo externe et surtout, j'ai bombardé de photos. Or là, j'ai bizarrement bombardé de photos et de vidéos des costumes qui n'étaient en rien associés à Paul Poiret et pour lesquels je ne comprends toujours pas leur intérêt dans cette exposition. Ce n'est absolument pas dû au fait que ce soit à cause de la mode des années 20, car je la trouve plutôt jolie et assez intéressante, mais là rien n'y fait. C'est donc en rentrant que j'ai compris d'où venait mon petit désagrément, si je puis dire. Paul Poiret, en tant qu'homme riche, a ainsi fait le tour du monde, surtout en Italie, au Maroc, en Algérie et en Espagne, avec des cartels parlant de fantasme oriental, d'exotisme, de quête d'authenticité. Poiret est souvent célébré pour son audace et pour avoir libéré les femmes, mais il n'a jamais collaboré avec des entreprises d'Orient, ni mentionné ni crédité ses sources. Et si je peux me permettre de dire cette expression, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ainsi, la copie de Paul Poiret devient la référence et l'origine a été effacée du récit historique car on en parle maintenant dans la mode comme étant la référence. Et c'est l'un des points qui m'a chiffonné. Le deuxième point étant le manque d'éclairage ou de miroir durant cette exposition. Bon, de toute façon, vous allez me dire maintenant elle est terminée depuis longtemps, mais tant qu'on est là, parlons-en, ok ? Je trouve ça tellement dommage, les expositions où l'on ne peut rien voir, soit parce que l'éclairage est mal géré, soit parce que les vitrines ont des reflets de malade, soit parce qu'il n'y a pas de système derrière pour contempler l'arrière du vêtement. Alors, ok, je ne suis pas experte, et j'avoue, je ne sais pas comment on peut résoudre ces problèmes, mais là, on était littéralement dans le noir. Alors j'entends par souci de protection des vêtements, mais quand même je trouvais ça un peu too much. Voilà, mon coup de gueule étant terminé, on peut repartir à l'exposition. Nous voici devant l'une des deux robes que je voulais absolument voir, qui est une Vorte. Oui, ne me posez pas de questions, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Utilisée comme une robe d'intérieur et ayant appartenu à nul autre que Madame la Comtesse de Greffule en 1895. En anglais, cette tea gown est taillée dans un velours de soie avec un fond satin à grands motifs de rose et nous rappelle sans éclipser bien sûr celle imaginée par la même maison de la rue de la Paix qui est celle en satin vert et motif en velours coupé bleu. La comtesse était connue pour s'occuper de la mode, pour justement ne pas la suivre. Seul le lien que j'ai pu trouver entre cette robe et l'exposition, c'est que Paul Poiret rejoindra de l'hiver 1901 à 1903 la maison Vorte, dirigée depuis 1895 par Jean-Philippe, le fils du fondateur Charles-Frédéric Vorte. Expérience lui conférant l'impulsion nécessaire pour établir sa propre maison de couture en 1903. Et à côté se trouve l'une des robes les plus incroyables à mon sens et que j'avais enregistrée depuis un certain temps déjà sur Pinterest. Quelle joie de la voir en vrai, mais tellement peu mise en valeur je trouve, on ne voyait pas les détails par exemple de l'arrière de la robe. Cette superbe robe de style édouardien et de Jacques Doucet vers 1905. Elle présente des broderies délicates inspirées de la nature avec des détails de dentelle et une coupe cintrée. Cette robe de la belle époque est confectionnée en mousseline de soie beige et doublée de taffetas. Elle se distingue par ses broderies d'abeilles aux ailes d'or et de strass virevoltant à travers des nuages d'été stylisés. La broderie au point de chaînette en fil d'or, motif en chenille et fil de soie est agrémentée de volants en dentelle au point de Bruxelles. Cette création emblématique a notamment été portée par la célèbre danseuse de la belle époque, Cléo de Mérode.
Au MAD, il y a aussi une partie avec des bijoux qui sont là de façon continue. Nous avons pris quelques temps pour les observer et c'était tellement intéressant. Je vous conseille vivement d'y passer si vous avez le temps. J'ai craqué notamment pour ces bijoux Premier Empire ou encore ces bijoux de Belle Époque. Retour ensuite dans la ville où après l'exposition du MAD, nous avons décidé de faire à pied le chemin qui nous restait jusqu'à notre restaurant. Nous avons emprunté la célèbre galerie Vivienne où on y trouve plein de jolies boutiques, dont des librairies avec des livres anciens et des gravures. Nous nous sommes vite fait arrêter à celle-ci qui est un rêve éveillé. Il y en a partout, du sol littéralement jusqu'au plafond. Les prix sont pas donnés par contre, mais ça reste une bonne idée de cadeau. En faisant le tour de la ville, nous sommes passés devant le musée de l'Orangerie des Tuileries et il nous restait tout juste un peu de temps encore pour y faire un tour. Donc ni une ni deux, nous sommes rentrés en express. Je n'y avais encore jamais été et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Pour la petite histoire, le bâtiment a été construit en 1852 pour abriter les oranges du jardin des Tuileries, d'où le nom d'Orangerie. Dans les années 1920, il a été converti en musée d'art et a connu sa plus grande transformation lorsque Monet a fait don de ses nymphéas monumentaux en tant que symbole de paix après la Première Guerre mondiale. On a continué notre balade en longeant la Seine et chose que j'avais complètement oubliée, mais j'avais filmé cette partie du Louvre et normalement elle n'est pas censée ne rien vous dire puisque c'est la galerie qui a récemment été cambriolée. Et j'avoue que j'ai eu un petit quelque chose au cœur en voyant ces images. Nous avions rendez-vous au Procope en fin de journée pour 19h. Je n'y avais encore jamais mangé, c'était donc une totale découverte et franchement, c'est le meilleur restaurant que j'ai pu faire. La cuisine y était délicieuse et le lieu est également rempli d'histoire, ce qui le rend encore plus fascinant. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, est-ce que ça serait pas la minute histoire ? Alors, c'est en 1670 que, alors attendez, pardonnez-moi, je vais peut-être écorcher son prénom, que Francesco Procopio dei Coltelli, jeune Sicilien de Palerme, pose ses valises en France et entame un petit boulot en tant que garçon dans un petit café situé au cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Ah, le food porn, putain. Oh, ça coule, ça coule. Ambitieux, il décide quelques années plus tard de se mettre à son compte en rachetant l'établissement qu'il décore somptueusement afin d'attirer la riche clientèle parisienne. Rebaptisé sous le nom de Procope, l'établissement flambant neuf devient rapidement l'un des cafés littéraires les plus en vue de la capitale. Les plus grands écrivains et intellectuels du XVIIIe siècle, comme Diderot, Voltaire, Montesquieu et d'Alembert, défilent au Procope qui devient un véritable QG durant la Révolution française. Musset et Verlaine y ont composé quelques-unes de leurs proses et le tout Paris finit par se retrouver autour des tables du restaurant. Le Procope acquit le rang du plus grand café littéraire du monde. Les plus grandes légendes sont nées dans ce café. Diderot rédigea quelques-uns des articles de l'encyclopédie entre ses murs et Benjamin Franklin y aurait écrit des éléments de la future constitution des États-Unis. Ces bribes d'histoire se retrouvent un peu partout dans le décor du Procope, avec le papier peint datant de 1830 et estampillé Liberté, Égalité.
Une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner plus tard, nous voici le lendemain, donc le samedi. Nous avions prévu de visiter un peu les boutiques de tissus de Montmartre, notamment les Coupons Saint-Pierre où on y trouve toujours des tissus pas chers. J'y avais trouvé un magnifique taffetas changeant la dernière fois que j'avais pu ramener dans ma petite valise. On a pris assez tôt finalement le chemin vers la place de la Concorde, car nous avons vite fait le tour des magasins de tissus. Oui, on a été raisonnable, n'est-ce pas incroyable ? Nous avons fait pas mal d'allers-retours au niveau de cette place finalement, car notre journée était principalement axée au niveau de cet endroit. En passant par les jardins et en essayant de gratter le plus d'ombre possible, nous nous sommes dirigés vers l'intérieur du Grand Palais, qui venait tout juste de rouvrir après un long moment fermé pour restauration. Je crois que j'avais dû y aller quand on était encore à l'école avec une classe du lycée, voire du collège, mais je n'y avais jamais vraiment remis les pieds. En gros, j'y allais en ne sachant pas vraiment ce que j'allais voir, puisqu'on ne va pas se mentir, à cet âge ingrat de l'adolescence, on n'était pas forcément très intéressé par tout ça. Et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux, alors jugez-moi si vous voulez, mais c'était absolument magnifique. Et on n'est pas un peu reparti pour la minute histoire ? À la fin du 19e siècle, Paris s'apprête à accueillir l'exposition universelle de 1900. Il faut marquer les esprits et démontrer la puissance culturelle et industrielle de la France. L'État lance alors un concours d'architecture en 1896 avec pour ambition de construire un palais dédié aux grandes manifestations artistiques. Après de longs débats, un projet collectif est finalement retenu. L'édifice construit en seulement 3 ans, je le répète, en seulement 3 ans, s'impose comme une véritable prouesse technique. Son immense nef en verre et acier, plus grande que celle de la Tour Eiffel, domine les Champs-Élysées. Lors de son inauguration en 1900, le Grand Palais est acclamé. Sa façade majestueuse, ses mosaïques et ses quadrilles en cuir impressionnent les visiteurs du monde entier. Le bâtiment devient rapidement le théâtre des plus grandes expositions d'art de la capitale. La construction du Grand Palais est un chantier monumental, mobilisant 1500 ouvriers et techniciens pendant plus de 3 ans. Les premières études révèlent une faille majeure. Le sol côté Seine est trop instable pour un édifice d'une telle ampleur. Pour éviter un effondrement, ils prennent une décision radicale, bâtir une partie du palais sur pilotis. Pas moins de 3400 pieux de chêne sont enfoncés profondément dans le sol pour stabiliser la structure. Cette opération d'une ampleur inédite entraîne un retard de 8 mois et un dépassement budgétaire colossal. Mais elle permet de garantir la solidité du monument. Grâce à une structure en acier avant-gardiste, les architectes conçoivent un immense espace dégagé offrant une vue panoramique spectaculaire pour les expositions. Et vous commencez à nous connaître, la bouffe c'est quelque chose de sacré. Donc nous sommes repartis sur nos pas du côté du métro de la Concorde pour nous restaurer au Smith & Son, adresse que je vous recommande les yeux fermés. Elle se situe à l'étage d'une librairie et on y mange très bien et en plus c'est vraiment très mignon comme endroit avec un petit aspect vieux train à l'anglaise. Comme nous étions en avance sur notre prochaine exposition, nous sommes allés faire un petit tour au jardin des Tuileries où l'on a profité d'un moment de calme avant de reprendre le chemin vers cette fois le Petit Palais pour l'exposition sur Vork. J'en ferai une vidéo dédiée où je vous retracerai des images avec notamment des zooms et des détails.
Et le soir arrivant déjà, juste à côté de notre Airbnb, il y avait un petit restaurant, la cantine de Sam. C'est un tout petit restaurant entièrement végétarien, mais qui est apparemment très connu, donc je vous conseille très fortement de réserver avant de vous déplacer. Je t'en prie. Tape dedans. On y a mangé les meilleurs burgers de notre vie et comme on était en PLS, parce qu'on avait beaucoup trop mangé, on a décidé qu'on allait faire une promenade afin de digérer tout ça. Et comme on était logé à 2 pas de Montmartre, on est d'abord parti en vadrouille autour et finalement on a pu rentrer pour visiter. Je n'y étais encore jamais allée et on se sent tout petit quand on entre dans ce genre d'endroit. Derrière son apparence presque immaculée, le Sacré-Cœur cache quelques détails assez surprenants. Tout d'abord, parlons de sa pierre. La basilique est construite avec un calcaire bien particulier. Sa particularité, au contact de l'eau de pluie, cette pierre a tendance à blanchir. Autrement dit, les averses parisiennes participent littéralement à garder le Sacré-Cœur bien propre, bien blanc. À l'intérieur, l'immense mosaïque qui domine le chœur attire tout de suite le regard. Avec ses 475 mètres carrés, elle compte parmi les plus grandes mosaïques du monde. Au centre, le Christ apparaît les bras ouverts avec son cœur doré au milieu de la composition. Des milliers de petites tesselles composent cette scène monumentale. Et si l'on s'attarde sur les détails, on découvre que la basilique est presque entièrement décorée de mosaïques. Ce choix n'est d'ailleurs pas uniquement esthétique, l'humidité particulière de la butte rendait cette technique plus adaptée que certaines peintures traditionnelles. Mais l'une des histoires les plus impressionnantes se trouve peut-être tout en haut, dans le campanile. C'est là que se trouve la célèbre savoyarde, une cloche de près de 19 tonnes, fondue à Annecy et offerte par les 4 diocèses de Savoie. Lorsqu'elle fut acheminée jusqu'à Montmartre en 1895, il fallut plusieurs chevaux pour l'attirer jusqu'au sommet de la butte. Et une fois installée, sa mise en mouvement demandait autrefois la force de 8 hommes. Puis nous avons fait le tour et je trouve que l'arrière est presque tout aussi beau, voire mieux que l'entrée principale. En plus, avec la tombée de la nuit, j'avais l'impression d'être dans les films Harry Potter. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais l'ambiance était magique et à force de marcher, on s'est retrouvé à quelques pas du Moulin Rouge. On aurait adoré y voir un spectacle, mais tout était complet forcément. Et je dis ça, je dis rien, mais ça nous fera une belle occasion d'y retourner. Et c'est avec ce petit déj du lendemain avant de reprendre le train du retour que je vous laisse et que je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps. Oh poupou!